Le point numéro 16, c'est de permettre à tous les enfants d'avoir accès à la culture la plus développée et promouvoir une élite dont non de naissance mais de mérite. C'était telle quelle la formulation du programme du Conseil national de la résistance. Alors moi, je n'hésite pas, pourtant Dieu sait si j'aime mon pays, mais je n'hésite pas à parler ici d'une honte nationale. C'est qu'en France, 40% des enfants scolarisés ont des difficultés importantes pour lire et écrire à l'issue de l'école primaire. Ces difficultés conditionnent tout. Leur avenir scolaire, évidemment, mais aussi leur bien-être, leur accès à la culture et leur intégration dans la société. Il n'est pas tolérable que dans un pays comme la France, en 2012, il y ait 40% des enfants scolarisés qui aient de grosses difficultés pour lire et écrire quand ils sortent de l'école primaire. Ce pourcentage est d'autant plus scandaleux que la France, justement, avait été à l'origine de ce que l'on a appelé les hussards noirs de la République. La grande troisième République française, eh bien, je suis comme le résultat de beaucoup de familles françaises, c'est-à-dire de gens qui ont bénéficié de la troisième République et justement de ce que l'on a appelé ces hussards noirs, c'est-à-dire ces instituteurs. Et regardez, cette photo est assez extraordinaire, où l'on voit sur ce tableau noir le peuple qui a les meilleures écoles est le premier peuple. S'il ne l'est pas aujourd'hui, il le sera demain. Écrit, vous avez vu comment c'est écrit sur ce tableau noir devant ces petits-enfants. Hein, c'est une photo qui doit dater à peu près de 1910. Voilà. Donc, il n'est pas normal que la France, qui avait atteint un tel degré d'alphabétisation au milieu du XXe siècle, où en 1960, 95% des jeunes Français en 1960 sortant du système primaire savaient lire et écrire parfaitement. Maintenant, si nous sommes tombés à 40%, c'est qu'il y a un problème. C'est d'autant plus scandaleux qu'en ce moment même, des centaines de millions de jeunes Chinois, de jeunes Japonais, de jeunes Taïwanais font l'apprentissage d'une lecture et d'une écriture infiniment plus complexe, je vous prie de me le croire, puisque je me suis frotté à ça et je ne suis parvenu, après bien des études, quelques années, qu'à arriver à lire et à déchiffrer environ 350 caractères, parce que j'ai fait ça quand j'avais 24 ans et 25 ans. Et que vous savez qu'il faut savoir en lire et en écrire 1850 pour pouvoir lire un journal. Donc comment se fait-il que des centaines de millions de jeunes enfants à l'autre bout du monde, dans ces pays justement qui sont en pleine ascension économique et industrielle, comment se fait-il qu'eux parviennent à ce que nous avons de moins en moins de facilité à parvenir? Donc il n'y a pas de fatalité. La montée de l'illettrisme en France est le symptôme d'une société en crise ayant perdu ses repères. D'où la revalorisation de l'instruction publique qui sera l'une des grandes priorités du quinquennat. Avec d'abord le lancement d'un plan d'urgence qui sera le plan lecture pour tous. Ce plan national aura pour objectif que tout élève scolarisé en France bénéficie à court terme d'un enseignement efficace de la lecture et que le taux de difficulté de lecture à l'issue de l'école primaire tombe de 40% à moins de 10% en l'espace de 5 ans. Et là, il va falloir prendre le mors aux dents. Et en particulier, les professeurs d'école recevront une formation spécifique incluant les dernières avancées dans l'enseignement de la lecture, car la liberté pédagogique ne peut s'exercer que de manière éclairée. Et puis les parents, puisque nous sommes en démocratie, les parents, quant à eux, doivent avoir la liberté de choisir l'enseignement qui leur paraît le mieux adapté à leur enfant. L'instruction publique doit également lutter contre ce que j'appelle la misère culturelle, affective et psychique. Il faut rétablir la force de l'idée de l'ascenseur social au mérite. Il faut rétablir la puissance de l'instruction publique qui est la solution décisive pour affaiblir les menaces qui pèsent sur la cohésion nationale. Le système, il est là et c'est là que nous devons porter le fer. Il faut donc endiguer le cycle de violence par un programme ambitieux à la hauteur de la France qui comprendra d'abord la rénovation nécessaire de nombreux établissements, en particulier des lycées et des universités qui parfois sont dans un état déplorable. Il faut placer la maîtrise non seulement de l'écriture en primaire, comme je viens de le dire avec ce grand plan d'urgence, mais aussi plus généralement la maîtrise de la langue française
et l'enseignement approfondi de l'histoire comme objectifs principaux avant le collège. Un peuple à qui on vole son histoire est un peuple auquel on vole sa liberté. L'éducation doit redevenir un droit sacré qui doit porter toute notre attention. Nous devons également procéder à la revalorisation de la fonction enseignante, avec une amélioration des conditions de travail et de rémunération, avec la titularisation de certains personnels, des qualifications revalorisées, un accès facilité à la formation pour les enseignants et porter un effort particulier, évidemment, dans les zones dites sensibles, vers lesquelles il ne faut pas envoyer des jeunes enseignants, mais plutôt des enseignants qui ont déjà de la maturité, et avec des programmes qui permettront de faire comprendre que la seule façon de s'en sortir quand on est dans un quartier sensible, eh bien, c'est l'école de la République. Encore faut-il pour cela, et j'y reviendrai à la fin de cette conférence, que l'exemple vienne d'en haut. Encore faut-il pour cela, vous connaissez ce proverbe chinois qui dit que le poisson pourrit par la tête. Encore faut-il que pour que les jeunes dans tous les quartiers, y compris les quartiers sensibles, aient foi dans l'ascenseur social et dans la République, encore faut-il que cet ascenseur social, en effet, marche, et encore faut-il qu'en effet, il y ait à la tête de l'État des gens qui méritent le respect. Bien entendu, avec une répression sans faille de toute agression physique ou morale contre les enseignants. Et puis, il faut une instruction publique qui forme des adultes autonomes et réfléchis, et pas prioritairement des salariés consommateurs. Le temps de l'enfance et de l'adolescence doit demeurer prioritairement celui de l'apprentissage de la vie et de la culture, un peu aussi celui de l'idéalisme et de la gratuité. Nous sommes tous passés par là, c'est quand même un des grands moments de la vie, il ne faut pas violer cette période-là. La formation au monde de l'entreprise et à l'univers marchand n'a pas sa place jusqu'à la fin de classe de 3e. Je voudrais vous parler maintenant d'un des gros problèmes de notre société et qui découle un peu de ça, mais de beaucoup d'autres choses, mais ça c'est quand même l'allégorie. C'est la signature de l'accord Bloom-Burns le 28 mai 1946 à Washington. De quoi s'agissait-il ? Eh bien, vous savez que selon cet accord, eh bien, les Américains donnaient à la France les fonds Marshall pour redresser le pays, quelques centaines de millions de dollars, et en échange, eh bien, qu'est-ce qu'a accepté la France ? Elle a accepté d'ouvrir l'ensemble de ces salles de cinéma aux films américains. Et pourquoi les Américains ont-ils demandé, contre de l'argent qu'ils nous prêtaient, pourquoi, à votre avis, ont-ils demandé que l'on diffuse massivement les films américains ? C'est parce que ça participe d'une réflexion absolument stratégique de tous les think tanks, de tous les stratèges américains, que d'ailleurs Zbigniew Brzezinski a précisé dans Le Grand Échiquier, qui est une stratégie de domination par la séduction. C'est-à-dire que la France, comme d'ailleurs beaucoup de pays, sont devenus désormais la cible d'un jet continu et constant de films américains, pour ne pas parler des séries américaines, des films et des chansons américaines. En d'autres termes, nous n'avons pas affaire en ce moment à une ouverture sur le monde, nous avons affaire à un verrouillage mental conçu expressément à des fins de domination géopolitique. Ça n'est pas la mondialisation, c'est un mot truqué, la mondialisation. Le vrai mot, c'est américanisation. Eh bien, comme je suis ambitieux pour le programme que je vous présente et comme je suis ambitieux pour mon pays, qui est notre pays bien-aimé à tous, eh bien, moi je dis qu'il y en a assez de cette stratégie délibérée de domination dont Brzezinski parlait dans Le Grand Échiquier. La domination culturelle des États-Unis a jusqu'à présent été un aspect sous-estimé de sa puissance globale. Quoi que l'on pense de ses qualités esthétiques, la culture de masse américaine exerce sur la jeunesse en particulier une séduction irrésistible. Malgré l'hédonisme superficiel, tout est calculé au millimètre, l'hédonisme superficiel et les styles de vie stéréotypés qu'elle vante
Son attrait n'en demeure pas moins irréfutable. Les programmes américains alimentent les 3/4 du marché mondial de la télévision et du cinéma. Eh bien, ça n'est pas tolérable qu'il en soit ainsi. Donc, mon ambition pour la France, c'est que de désincarcérer les Français de cette prison mentale. Eh bien, nous allons leur opposer quelque chose qui est typiquement français. Tous les peuples du monde le savent, quand on pense à la France, on pense à l'universel. Eh bien, nous, la France doit refuser la mondialisation anglo-saxonne, mais promouvoir l'universalité des peuples et des cultures. Parce que figurez-vous que le monde ne se résume pas aux États-Unis d'Amérique. Il y a des films prodigieux. Ici, vous voyez le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou. Il y a tout un cinéma au Sénégal, au Mali, etc., qui mérite d'être connu, d'autant plus qu'il est francophone. Il y a Bollywood, avec les productions indiennes. En bref, comment se fait-il qu'on ne voit jamais ces films à la télévision française et que l'on ne voit qu'en permanence que des séries américaines? Alors je ne suis pas anti-américain, mais je dis qu'il faut que chacun ait sa place. Il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les films français. Donc la revalorisation de l'instruction publique, pas seulement de l'éducation, c'est l'instruction de tout le peuple français, ça doit être aussi un coup d'arrêt à l'américanisation subliminale délibérée des cerveaux, avec la fixation par la loi de quotas maximaux de films et de chansons par pays d'origine diffusés dans les médias. Après tout, il suffit d'ailleurs d'aller sur une radio française de la bande FM, a fortiori après 20h du soir, après 8h du soir, à l'exception de Chante France et peut-être de Radio Nostalgie, il n'y a que des chansons américaines. Sur toutes les bandes et la bande FM. Donc ça pose quand même un véritable problème. Si on disait qu'il ne peut pas y avoir plus de 30% de films américains à la télévision française et 30% de chansons américaines à la radio française, ça serait quand même déjà pas mal. Et pas plus de 30% d'ailleurs de quelques pays que ce soit. Du coup, ça favoriserait naturellement l'expression et la diffusion de films venant d'autres coins de la planète. Que l'on ne vienne pas nous dire que nous sommes des nationalistes ou des je ne sais pas quoi. C'est tout le contraire. Nous sommes en faveur de l'universalité. L'enseignement aux Français de leur propre culture doit également être un élément décisif. Nous devons maintenir et approfondir l'exception culturelle avec une aide des pouvoirs publics à la création artistique française, aux films et aux chansons françaises. S'il y a encore une industrie du cinéma en France, c'est justement parce que dans le monde du spectacle, on s'est opposé justement à la loi uniquement du marché pour faire prévaloir d'autres intérêts. Puisque TF1 sera renationalisé, une obligation de qualité culturelle sur les grandes chaînes de radio et de télévision publiques, à commencer par la première chaîne. Il faut qu'il y ait quand même un minimum de quotas, minimum donc de programmation, par exemple de pièces du théâtre français classique. Je ne veux pas jouer les vieilles barbes, mais quand même, est-ce qu'il est normal que jamais les Français ne puissent voir à la télévision française une pièce de Molière ou une pièce de Racine de temps en temps? Je ne dis pas tous les jours, mais de temps en temps qu'il y en ait une par mois, est-ce que ce serait trop demandé? De la même façon, est-ce qu'on ne peut pas avoir des opéras? Est-ce qu'on ne peut pas avoir des films classiques comme ceux que je présentais tout à l'heure, ou des films classiques français des années 30, des années 40, des années 50, des années 60, et puis des documentaires historiques, géographiques, des documentaires scientifiques de bonne vulgarisation, par exemple en s'inspirant de documentaires qui sont souvent bien faits de la BBC britannique. Et puis l'ouverture indispensable sur les cultures du monde, je le disais tout à l'heure, obligation devra être faite aux grandes chaînes de radio et de télévision publiques, dont TF1 renationalisé. On ne touchera pas si des gens veulent absolument écouter Lady Gaga toute la journée, ça sera leur droit. Mais sur les grandes chaînes de télévision publiques, eh bien, diffuser des informations, pas seulement des films, mais aussi des informations représentant des points de vue et des sensibilités d'autres civilisations.